Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons voir la manière dont on va ajuster notre décision en fonction de trois paramètres supplémentaires aux trois paramètres de base du Eurochampoc qui sont les chips, la position et les cartes. Nous allons ajouter trois paramètres d'ajustement, les adversaires, le board et le metagame. Tout d'abord le board. Si on catégorise le board, on peut dire qu'il y a des boards secs, dry, c'est-à-dire avec très peu de tirage, et des boards semi-wet, c'est-à-dire ni sec ni mouillé, et puis des boards complètement wet, c'est-à-dire avec beaucoup de tirage. Donc on va quelques exemples de boards dry. Ça va être par exemple Roi 8-2 Rainbow, c'est-à-dire tricolore, c'est-à-dire trois cartes de trois couleurs différentes. 8-8-3, c'est-à-dire une doublette, plus une carte rag éloignée qui ne fait pas quinte. As 9-2 Rainbow, où on est loin devant ou loin derrière si on a un As ou si on n'a pas d'As. Ou bien ça veut dire qu'on a brelan de 9 ou brelan de 2. 9-4-2 Rainbow, donc ce qu'on appelle un board extrêmement rag, c'est-à-dire avec que des petites cartes. Donc Rainbow, ça veut dire arc-en-ciel, c'est-à-dire une carte de chaque couleur. Ce qui veut dire qu'on éloigne dans ces boards dry toute possibilité immédiate de quinte ou de couleur, qui sont les deux caractéristiques des boards qui justement vont être wet. Alors, à quoi ça sert de catégoriser un board dry? Ça permet de bluffer des adversaires qui sont tight, voire neat, c'est-à-dire qu'ils ne vont suivre ou miser eux-mêmes que s'ils ont un fit, c'est-à-dire s'ils ont, par exemple, sur roi 8-2, par exemple, ils vont miser s'ils ont touché leur roi avec as-roi, roi-dame, roi-valet, etc. Ou alors, ils avaient une paire de 8 ou une paire de 2, ils vont peut-être call, notre mise, voire un raise. Mais en tous les cas, s'ils ont par exemple sur ce board roi 8-2, s'ils ont par exemple as-dame, il est probable qu'une mise adaptée va les faire folder. Donc on va utiliser notre ciseau de la position. On va jouer contre ces joueurs serrés en position et sur un flop comme ça, même si nous on n'a pas du tout touché le flop non plus, on va miser pour les faire folder. Et évidemment, on aura repéré que ces adversaires précédemment misent, y compris avec des mises relativement faibles comme un tiers de pot ou 40% ou un demi-pot, ils fold s'ils n'ont rien. On appelle ce travers des adversaires le fit or fold. Soit ils ont quelque chose et ils payent ou ils raise, soit ils n'ont rien et à ce moment-là ils fold. Donc dès lors qu'un board est dry, c'est une excellente occasion pour justement lancer un bluff sur ses adversaires fit or fold. Pourquoi c'est bien? Parce que si jamais l'adversaire paye, on saura qu'il a touché quelque chose et donc ça permettra de calmer le jeu sur les streets suivantes et voire éventuellement se dire qu'il slow play un brelan ou quelque chose d'important. Pourquoi c'est intéressant de miser ici? Parce que étant donné que 2 fois sur 3 on ne touche rien au flop par rapport à deux cartes qui ne sont pas une paire, par exemple sur des cartes comme As-Dame, 2 fois sur 3 elles ne vont pas toucher au flop, et c'est vrai aussi pour 7 et 3. Donc avec un seul adversaire, voire deux adversaires au maximum, ça vaut la peine en position de miser en continuation bet sur un board dry. De plus, comme vous avez ouvert pré-flop sans limper, vous avez donc le fait qu'on peut vous croire sur une main forte et par exemple que vous avez touché
votre roi ou votre as pour As 9-2 Rainbow, par exemple. Ça va être un peu plus compliqué pour 9-4-2 Rainbow de faire croire que vous avez quelque chose, mais il y a des adversaires qui sont tellement fofs et qui sont tellement de niveau 1, c'est-à-dire qu'ils ne regardent que leurs cartes, qu'ils ne regardent pas du tout le board. Donc, ce premier ajustement en fonction du board fait que, inversement, vous n'allez pas tenter des bluffs avec un board wet, c'est-à-dire un board où il y a beaucoup de potentiel de flush ou de quinte de suite. Et dans le cas des boards wet, vous êtes favorisé si vous avez touché quelque chose. Et si vous avez touché quelque chose, plus il y a de joueurs, plus vous devez miser fort pour décourager les tirages dans les streets suivantes. Et là, il faut miser en value, au contraire du board dry, vous allez plutôt miser en bluff. Là, la position sur un board wet importe moins et parce que vous allez essentiellement miser en value, ou alors vous allez prendre une line de check call si vous pensez que vous êtes devant, mais que il y a une potentialité pour des adversaires de slow play. Le board semi-wet est un board intermédiaire, c'est-à-dire que il peut parfois être valable pour faire de la value et parfois il peut être valable pour du bluff. Par exemple, sur un Queen Jack Crabs Rainbow, c'est-à-dire Dame, Valet, 3 de tricolore, vous avez peut-être quelqu'un qui a touché quelque chose de très fort comme deux paires Dame, Valet, ou bien qui a un tirage quinte par les deux bouts avec un roi, roi 10 par exemple, ou 19 également. Et là, c'est semi-wet parce que il y aura assez peu de combinaisons de cartes qui réalisent ce type de tirage, de gros tirage, mais il y en a quand même plus que dans un board complètement dry. Donc ce sont des boards qui sont un peu compliqués à jouer, ils sont pas assez dry, donc pas rainbow, avec plusieurs grosses cartes ou des cartes qui connectent un petit peu comme 10 8 suité plus un 3 en bicolore, c'est-à-dire 10 et 8 de la même couleur. On va maintenant regarder l'ajustement en fonction des adversaires. Donc, c'est très important de jouer l'adversaire plutôt que de jouer uniquement ses cartes parce que il y a un certain nombre d'adversaires qui ont un comportement tellement prévisible que ils sont exploitables et à moins qu'évidemment ils se rendent compte de ça et qu'ils modifient, mais dans les basses limites, ça arrive assez peu souvent. On a quelque chose de, même sur plusieurs mois, le même adversaire va à peu près faire toujours la même chose. Voilà les catégories les plus intéressantes à creuser au départ, et c'est très important de savoir très vite à quel type d'adversaire on a affaire. Les adversaires NIT sont les adversaires qui ne misent que quand ils ont une premium, quand ils ont du jeu, et là, ils vont folder souvent. Donc, il va falloir, si possible, être en position par rapport à eux et augmenter le range offensif, c'est-à-dire que vous allez ouvrir avec beaucoup plus de mains qu'avec des adversaires normaux qui jouent un jeu ABC, qui jouent un jeu normal, on va dire. Vous allez donc miser plus souvent, mais vous allez aller moins souvent au showdown parce que en fait, s'ils vont au showdown, c'est qu'ils ont probablement quelque chose. Et donc, si en plus ils vous raise, alors là, il n'y a pas de honte à folder. Ça sera souvent qu'ils ont les nuts ou les quasi-nuts, c'est-à-dire le meilleur jeu ou quasiment le meilleur jeu. Si un adversaire nit ne fait que du check call et tout d'un coup, à la river, il fait 2 tiers de pot ou un pot entier, vous pouvez être sûr qu'il a le jeu maximum ou pas loin. Les adversaires tag sont un peu plus compliqués à jouer parce que
ce sont des tights agressifs, donc tag. Et là, vous pouvez miser plus souvent en bluff parce que ils vont souvent être assez conservateurs s'ils n'ont pas touché quelque chose. En revanche, comme pour les nits, si jamais ils vous relancent, notamment au turn ou à la river, vous pouvez être sûr qu'ils ont quelque chose de valable dans la main. C'est très rare les adversaires tag qui, qui bluffent dans les dernières streets. Les adversaires lag sont encore un peu plus compliqués à jouer parce qu'ils jouent beaucoup de mains. Ce sont des looses agressifs, lag. Et donc, vous allez augmenter votre range de défense. C'est-à-dire que vous allez payer plus souvent les c-bet de leur part parce qu'ils vont souvent avoir 100% de continuation bet. C'est-à-dire qu'après avoir ouvert une main, un pot, au flop, ils vont souvent continuer de miser. Et avec ces adversaires-là, il faut que vous tentiez plus souvent les tirages, notamment tirage quinte et tirage couleur, parce que si vous le touchez, il se peut très bien que vous gagnez un énorme pot. Euh, L'adversaire lag cherchera à vous sortir ou ne croira pas que vous avez touché votre tirage. Et de même, vous pouvez vous maintenir avec ces adversaires si vous avez un fit, comme top pair, voire deuxième paire, parce que quelquefois, ils vont faire 2 ou 3 barrels en pur bluff sans avoir rien touché, uniquement pour faire en sorte que vous vous couchiez. C'est ça le jeu du large agressif, du lag. La quatrième catégorie de joueurs est encore plus compliquée à jouer, ce sont les adversaires qui jouent correctement, c'est-à-dire qu'ils font un read de ce que vous pourriez avoir par rapport à la manière dont vous jouez, et en plus ils vont s'adapter à votre façon de jouer. Avec ces adversaires, c'est simple, il faut éviter de rentrer dans des confrontations, notamment des escalades de 3 bêtes et de 4 bêtes, ou des séries de barrels de continuation bet au flop, au turn et à la river, parce que au final, vous allez avoir des ennuis avec ces adversaires-là. Il vaut mieux se concentrer sur les adversaires les plus faciles à exploiter. Justement, les fiches, si vous repérez un adversaire qui est complètement débutant, bien vous essayez de rentrer dans le plus de mains possible dès lors que vous êtes en position, ce qui vous permettra de miser et de complètement brouiller leur jeu qui s'apparente plus au jeu de la bataille plus qu'au poker. C'est-à-dire, si j'ai les meilleures cartes, je gagne et je vais le plus souvent possible au showdown. Un bon joueur va pas très souvent au showdown parce qu'il fait folder avant, ce qui le rend tout à fait illisible puisque le showdown ne ment pas et on peut remonter, faire un rétro sur toutes les mises que vous avez faites par rapport aux cartes que vous aviez et donc ça donne des indications extrêmement précieuses sur la manière dont vous jouez. Le troisième et dernier élément du Rochampoc avancé, c'est le metagame. Donc, en live ou même en online, vous avez des tells, c'est-à-dire des indications qui peuvent être exploitables, comme par exemple le fait qu'une personne prend beaucoup de temps avant de miser ou avant de checker online, et puis en live, évidemment, tous les tells liés au comportement physique ou à la voix, etc. Ensuite, il y a l'état émotionnel. Il y a des joueurs qui sont en tilt, qui viennent de perdre un gros pot. Ils vont peut-être faire n'importe quoi sur le coup suivant. Il y a un autre élément du metagame qui est intéressant, c'est la réputation. On peut donc miser en bluff dès lors on est craint de tout le monde, on est ce qu'on appelle le capitaine de la table, et donc on a une grosse fold equity, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup folder, et, et inversement, si vous avez une réputation de large agressif, à ce moment-là, les joueurs vont vous attendre et vous pouvez miser pour value en inversant, puisque la plupart des joueurs vont croire que vous bluffez et vont pas croire
que vous misez alors que vous avez touché un très bon jeu. Il y a également, il faut tenir compte quand vous êtes en tournoi, de certaines phases du tournoi, la pré-bulle et la bulle, c'est-à-dire le moment où il reste pratiquement plus de joueurs avant que les autres soient payés, soit ITM, in the money. Et donc, c'est à ce moment-là où vous pourrez gagner facilement des blindes. En général, il y a les antés avec, c'est intéressant. Et notamment, il y a des joueurs short stack qui seront en mode de survie. Et soit ils font un all-in contre vous, soit votre mise de 2 blindes ou de 2,1 blindes en min raise vont emporter pas mal de petits pots qui à la fin vont faire que vous aurez un stack confortable quand la bulle éclatera. Vous pouvez aussi changer des choses par rapport à votre jeu pour qu'on ne s'adapte pas à votre jeu, parce qu'une tactique gagnante, au bout de 4 fois, elle peut être perdante parce que les joueurs ont repéré votre tactique. Et donc, vous pouvez inverser la line logique, c'est-à-dire que là, on vous attend en faisant all-in, par exemple. Vous avez les As, et puis vous avez touché un breland As au flop. Et là, normalement, vous faites all-in. Sauf que si vous faites all-in, eh bien, la plupart des joueurs vont se coucher. Pourquoi ne pas faire là, par exemple, une mise de une blinde ou de 2 blindes pour induce un énorme raise d'un joueur, et c'est ce qu'on appelle jouer goofy, c'est-à-dire c'est emprunté sur les surfeurs. On est soit goofy, soit régular en fonction de la jambe d'appui. Et là, c'est pareil quand vous êtes avec des adversaires, et notamment quand vous êtes en phase finale de tournoi, vous avez des adversaires qui sont un peu meilleurs qu'en début de tournoi. Ça peut être sympa d'inverser votre line logique et pour brouiller un peu les cartes. Voilà. Les 3 paramètres de base de notre Rochampoc, qui sont les chips, la position et les cartes, sont enrichis l'ajustement avec les adversaires, l'ajustement par rapport au board et l'ajustement par rapport au metagame. Vous avez le contenu, l'essence de la méthode de Poker Instinct. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir des détails tactiques et bien entendu tous les calculs de probabilité et de fréquence qui sont liés à la stratégie du poker. À bientôt!